bien, bonjour, bienvenue sur GPTV. Nous sommes avec Monsieur Isnard, Jérôme de son prénom, qui va nous parler un petit peu. Alors, quelqu'un qui est dans le milieu rôliste depuis quelques temps déjà, on peut le dire. Oui, ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Désolé pour la voix, Octogone, c'est dur. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé en début des années 2000. Non pas comme rôliste, mais là, on commence déjà à parler de texte. En tant que rôliste, c'était plutôt fin des années 90. Ouais. Et en fait, début 2000, on est tombé très amoureux avec un ami à moi, Dagon, à l'époque. Voilà, c'est ça. On est tombé très amoureux d'Agon et donc on a contacté Mathieu Gabory et on est devenu son site officiel, Le Souffre-Jour, et le fanzine officiel de Agon à l'époque. On en est au 10e numéro, ça fait partie des seuls fanzines qui existent aussi longtemps après la fin de la gamme officielle. Donc voilà, j'ai commencé comme ça dans le fanzina amateur et bénévole. Et après, ça s'est développé petit à petit au travers des conventions. J'ai fini par avoir des envies professionnelles. On a essayé de relancer Agon, ça n'a pas marché malheureusement. On est plusieurs, je pense, à avoir essayé. Et puis on est parti sur les Chroniques des Féales. Et c'est là qu'on a été soutenu par Sans Détour. Donc première publication professionnelle, c'est 2010-2011 avec Sans Détour au travers des Chroniques des Féales. Voilà. Donc ça fait un petit moment effectivement. Et après, on a déroulé. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de toute la carrière, mais on a déroulé avec différentes autres personnes. Ouais, tout à fait. Mais alors, la structure, vous avez monté une structure pour Pénon, on va en parler, les Air Labs. Pourquoi monter une structure déjà pour les Air Labs? Est-ce que tu voulais vraiment rester maître du projet, rester maître de tous les éléments, plutôt que de passer par un autre éditeur ou quelqu'un qui va supporter différemment? En fait, c'est à peu près ça. L'idée, c'est que, comme je le disais, j'ai bossé avec pas mal de monde entre 2010 et 2023. J'ai travaillé un petit peu pour le 7e cercle, la boîte à eux, j'ai fait des traductions, on a sorti Bliss Stage, dont je suis très fier. J'ai bossé pour Gameful, Leto, ces 3 dernières années, j'ai fait 3 projets pour eux. Et en fait, à chaque fois, j'avais un petit peu cette frustration. Moi, c'est pas mon métier au sens alimentaire du terme. Moi, je fais ça vraiment pour le plaisir, par passion et avec l'envie de pousser les choses au maximum. Et c'est vrai que par un éditeur traditionnel, on peut avoir des contraintes soit éditoriales par rapport à la vision de la personne, soit financières tout simplement, parce que il y a des business plans et c'est bien normal, qui moi, à certains moments, me frustraient. Parce que moi, c'est pas mon métier. J'ai pas l'ambition d'avoir un business plan positif. Moi, ce que je voulais, c'était avant tout que le projet me ressemble au maximum. Et donc, quand on a eu la possibilité d'aller vers Pénombre, qui était vraiment, voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé avec Agon, qui était vraiment le projet de cœur de revenir dans les royaumes crépusculaires au travers d'un nouveau jeu. C'est vraiment mon univers de cœur. On s'est posé la question de passer par un éditeur ou pas. À l'époque, je collaborais énormément avec Leto. Donc, naturellement, il y a eu des discussions avec Leto à ce moment-là. Et puis, finalement, tout mis bout à bout, en étudiant la façon dont ça pouvait s'équilibrer ou pas, je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était que je le porte moi-même, que je fasse, entre guillemets, ma crise de la quarantaine. C'est un truc que je dis beaucoup. Voilà, il y a des gens qui s'achètent une grosse bagnole. Moi, j'achète des belles Illus. Si elles se rentabilisent, tant mieux. Si elles se rentabilisent pas, ça sera comme une Porsche, ça bouffe de l'essence et ça sert à rien. Voilà. Mais l'objectif, il est vraiment là. C'était d'utiliser une association qui est vraiment là depuis longtemps, puisqu'en fait, Sombre Centre, qui est la structure administrative associative derrière SR Labs, c'est une association loi 1901 à gestion désintéressée, qui est là depuis le début pour gérer les droits. C'est-à-dire que sur les féales, sur les lames du cardinal, par exemple, on a des collectifs d'auteurs. Les maisons d'édition ne veulent pas forcément s'embêter à faire des rééditions de comptes individuels. Donc, ce qu'on fait, c'est que administrativement, c'est l'association qui réceptionne les fonds, qui fait les répartitions de royalties au prorata et qui gère les précomptes URSSAF. Du coup, tout ce travail-là, on savait déjà le faire. La seule chose qui restait, c'était de rajouter au statut le fait qu'on pouvait porter nos propres produits. C'est ce qu'on a fait et du coup, c'est maintenant SR Labs. D'accord, ok. Donc Pénombre, c'est un projet qui est né de quelle initiative? C'est toi personnellement ou Alors non, c'est un travail collectif. Pardon, je t'ai coupé, je suis désolé. Non, vas-y. C'est un travail collectif et même si Pierre l'avouera pas, c'est même pas une idée de moi au départ. Pierre Copé te dira c'est une idée en l'air de ma part, c'est grâce à toi que ça s'est concrétisé. Pour moi, la racine, c'est Pierre. C'est-à-dire que quand on a fini les féales, l'envie
les féales n'a pas comblé notre envie d'Armonde, n'a pas comblé notre envie de royaume crépusculaire. Donc, après les féales, il m'a dit, mais il y a un truc con qu'on pourrait faire, c'est que, d'accord, on n'arrive pas à récupérer les droits d'Agone, mais les romans, ils existent toujours, et on pourrait repartir des romans. JRTM, l'Anneau Unique, Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 jeux de rôle dans le même univers, qui sont pas au niveau des mêmes droits. Ils ont les mêmes droits patrimoniaux de Tolkien, mais ils n'ont pas des droits communs entre eux. Et pourquoi ne pas utiliser la même méthode et non pas faire une suite d'Agone, mais faire une nouvelle interprétation des romans à partir de zéro et vraiment remonter à la racine. Et en 2012, c'est resté un peu lettre morte, parce qu'on avait chacun nos projets, chacun nos envies autres, qu'on n'avait pas forcément l'équipe qui convergeait à ce moment-là, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Et entre-temps, d'autres personnes, notamment Alexandre Clavel, qui a eu un peu cette même idée après Écrime, donc il a fait son Écrime V2, il s'est bien entendu avec Mathieu aussi, il s'est dit aussi, ben, peut-être que moi je vais y arriver, et il y a eu de nouveaux échecs, et il y a eu une conjonction d'étoiles qui fait qu'à un moment donné, tous ces gens qui avaient eu cette même idée, Alexandre Clavel, Julien Arnaud, Pierre Copé, sont venus tous plus ou moins se confier à moi en disant « mais moi aussi j'ai envie, moi aussi j'ai envie ». Et moi, entre-temps, j'étais devenu très copain avec Mathieu. C'est vraiment une personne que je porte dans mon cœur au-delà de ses talents artistiques. Et j'ai fait un peu le pont en disant ben, si vous êtes vraiment chaud, il faut être vraiment chaud parce que c'est un projet qui est difficile. C'est pas évident d'arriver à s'extraire des développements précédents et de repartir de la base et de faire quelque chose de super. Mais si vous êtes vraiment chaud, moi, je peux en parler à Mathieu. Et là, ils ont été à fond. Donc, moi, j'ai appelé Mathieu, du coup, en lui disant, ben, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait pas Agone, mais du coup, ça permettrait de repartir dans l'Armonde, de rejouer dans l'Armonde. Nous, ce qui nous intéressait, au-delà d'Agone, c'était jouer dans l'Armonde, de voir les danseurs, de pouvoir rentrer dans l'esprit avec l'accord, de faire de la conjuration dans les ombres, d'incarner des minotaures abyssaux, voilà. Tout ça, c'était ce qui nous faisait vraiment envie. Et Mathieu m'a dit, ben, je trouve que c'est une super idée, j'appelle Nemos. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en combine avec Mathieu, avec Frédéric Veil, qui nous ont demandé du coup une note d'intention plus précise. Et suite à ça, ben, le projet a démarré. D'accord. Voilà. Et franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, bon, par rapport à Agone, par rapport même à Écrime, etc., qu'est-ce que vous avez de nouveau dans Pénombre? Alors, ben, l'idée, en fait, c'était de trouver un angle d'attaque. Moi, l'idée, c'était pas du tout de renier Agone. Parce que, comme toi, hein, on en a parlé, Agone, je suis fan, etc. Et la grosse source de délicatesse, c'était de dire, on veut créer un nouveau jeu, mais on veut pas contredire nos talentueux prédécesseurs. Et on veut même éventuellement envisager que des gens qui ont adoré Agone puissent se dire, ben, ça reste rétro-compatible. Voilà. Donc, l'idée, c'était de simplement considérer que Agone, c'est une vision partisane. On joue des inspirés. On joue des gars qui pensent que 4 muses ont créé l'univers. On joue des gars qui sont pas d'accord avec le masque. Et si c'était uniquement leur point de vue, et si c'était uniquement leur religion, et si par moment, ça ne restait qu'une interprétation de leur part. Et du coup, on est parti de ça en se disant qu'est-ce que l'Armonde de manière plus globale et comment les inspirés peuvent rester compatibles dans une vision de l'Armonde qui n'est pas forcément la leur. Et du coup, l'idée, ça a été de la même manière que nous, dans notre monde, les bouddhistes vont pas avoir la même vision du monde que les musulmans ou que les chrétiens ou que les religions préhistoriques. On a voulu apporter quelque chose de différent en considérant que les éminences du souffre-jour, les agents d'Agone de Rocheronde, vont être formés avec une vision du monde qui dépend de lui et qui dépend de ce qu'il va avoir découvert à l'intérieur de sa fusion avec l'arbre. Puisque, spoiler, à la fin des romans, dans la série Agone de Rocheronde, Agone fusionne avec le souffre-jour. Du coup, il explique que sa conscience se fragmente, qu'il atteint une espèce d'agartha, de niveau supérieur de compréhension de la réalité. Et en fait, ce qu'il va avoir compris, c'est que l'Armonde est une mélodie. L'Armonde, c'est une espèce de musique des sphères dans cette théorie-là. Et cette mélodie qui est parfaite à l'origine, les mortels vont la dénaturer par leurs actions, par leur radicalité, par leur individualité, par leurs ambitions politiques, ils vont la dénaturer. Et c'est pour ça que du coup, ils créent des agents et que le souffre-jour va aller intervenir au sein des sociétés pour essayer d'identifier, ces dissonances et pour aller les rééquilibrer. Sachant que la difficulté est que
on veut garder une mélodie parfaite et donc une mélodie complète. Donc, aller assassiner une dissonance, c'est une option, mais ça veut dire faire disparaître à jamais cette note. Donc, il faut trouver des solutions pour que tout ça avance. Donc, par rapport à Agon, on a cette vision du monde qui est différente. Ça inclut que certaines choses n'ont pas pu être reprises. Exemple, les muses, les 4 muses qu'on vénérait dans Agon et qu'on considérait comme étant les créatrices de l'univers, elles peuvent exister, si vous le souhaitez. Elles ne sont pas citées dans Pénombre. Par contre, les muses existent dans les romans de manière globale. Donc, les muses existent toujours dans Pénombre de manière globale. Mais peut-être que les muses, il n'y en a pas que 4. Et peut-être que le fait que les inspirés aient choisi d'en prier que 4, ben c'est une vision religieuse et partisane. Et que d'autres groupuscules dans l'art monde vont en prier 25, 30, comme le faisaient les Grecs anciens. D'accord. Ben, ce changement de point de vue change aussi tous les enjeux. Exactement. Et du coup, ben, le masque, qui est une création d'Agon, n'existe plus, mais il existe des manipulateurs, il existe des éternels éventuellement qui peuvent agir comme il le faisait lui. Et ben, tout ça, ça fait partie de la dissonance. Et donc, les inspirés vont, les éminences grises vont potentiellement avoir affaire à eux. Mais est-ce qu'au moment où ils vont en avoir affaire à eux, ça va être pour les contrer parce qu'ils sont dissonants, ou au contraire pour les aider parce qu'ils peuvent permettre de résoudre une autre dissonance du printemps, de la nuit, etc. Tout est une question d'alliance. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à, vous avez prévu, parce que c'est un univers un peu particulier, un univers très construit, il y a une porte d'entrée douce dans le jeu, vous avez pensé à ça dans Pénombre? Alors, c'est vraiment fait pour les fans à la base? Non, c'est pas. Alors, c'est conçu pour les fans parce qu'on est des fans, mais c'est pas conçu pour les fans dans le sens où ça n'est pas réservé aux initiés. Notre objectif, c'était vraiment de ramener l'art monde sur les tables de jeu, y compris des nouvelles générations qui, eux, ne savent plus du tout qu'Agon a existé et qui pourraient, malgré tout, s'attacher à cet univers. Donc, vraiment, c'est repartir des romans et c'est proposer aux gens une nouvelle porte d'entrée qui réinterprète les romans, qui réinterprète cet univers. Mais les fans vont être à la fois en terrain familier, mais aussi surpris, parce que forcément, question qu'on me pose régulièrement, on ne retrouve pas les saisonnins. Les peuples existent toujours, mais la hiérarchisation en saison n'existe plus, puisque c'était une invention d'Agon. Les enjeux, comme tu le disais, ils vont pas forcément retrouver les mêmes. Ils vont potentiellement se retrouver à s'associer avec des mascars qui ne s'appellent plus comme ça, mais voilà, ils vont potentiellement se retrouver avec des choses qui auraient pu être des oppositions, mais qui là vont servir leur cause, puisqu'on est beaucoup plus dans la nuance. D'ailleurs, la fin de la gamme Agon avait un peu ouvert ça. On était parti au départ sur un pitch extrêmement manichéen, et puis petit à petit, on s'était rendu compte que les Autonains, c'était pas tant des méchants que ça, etc. Donc là, vraiment, on pousse encore ça beaucoup plus loin, et on réinterprète ça de manière beaucoup plus non manichéenne. Et pour l'univers, c'est effectivement un univers très dense, donc on pourrait se dire, seuls les initiés vont retrouver leurs petits. L'objectif, il n'est pas là. Donc on va avoir un kit de démonstration qui vous permet vraiment de rentrer par une petite porte. Et même dans le livre de base, on reste très centré sur l'orgol et sur l'urguement pour que les gens puissent petit à petit s'approprier. Si tu fais un atlas des royaumes, comme tu pourrais avoir l'atlas des royaumes oubliés, les gens vont pas savoir si tu vas jouer dans le Cormyr, si tu vas jouer à eau profonde, etc. C'est d'ailleurs pas pour rien si finalement beaucoup de choses s'étaient centrées sur la côte des épées. Là, c'est la même logique. Nous, on n'a pas la côte des épées, on a la péninsule de Rocheronde, on a l'Orgol, on a le collège. Mais l'idée, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin de se fader 300 pages avec 15 royaumes pour pouvoir comprendre comment ça marche et se mettre à jouer. Voilà. Donc, il y aura du scénario d'initiation. Il y aura de la petite mission. C'est un jeu à mission, puisque au départ, tu es un agent du Souffre-Jour. Donc, c'est vraiment comme si tu jouais des James Bond. Donc, du coup, la porte d'entrée est beaucoup plus facile, on va dire. D'accord. Et l'implication de Mathieu Gabory là-dedans, Alors, Mathieu, au-delà du fait qu'il est très content, voilà, parce que lui aussi, ça lui fait envie, ça lui fait plaisir de voir l'art monde revenir. Et puis, il est très graphique, Mathieu, donc voir arriver des nouvelles illustrations dans son univers, tout ça, il est très fan. Il est évidemment ayant droit, donc il valide absolument tout. Il relit tout et il valide tout. On a mis en place un système qui permet de ne pas avoir la même problématique qu'avec Agon, c'est-à-dire que notre contrat de licence envisage le fait qu'il puisse réutiliser toute la matière qu'on va produire. Donc si demain il veut écrire un roman qui utilise des éléments de Pénombre, il en a tout à fait le droit, ça lui appartient, on ne fait au travers de Pénombre qu'enrichir son univers. Et au travers de la création à proprement parler, il a décidé de s'impliquer aussi, puisque comme on a choisi de faire la petite porte d'entrée l'Orgol, il a choisi, lui, de son côté, de nous aider
puisque l'Orgol, c'est lui qui l'a conçu et qu'il a choisi de développer la cité qu'il avait ébauchée à travers les romans. D'accord. Okay. Donc là, au niveau de toute la conception, il y a du nouveau. Et au niveau de la direction artistique, donc vous avez revu un peu toute l'imagerie que les gens ont assimilée avec Agone. Alors, oui et non. Il y a le côté nostalgie et il y a le côté nouveauté. Il y a le côté Agone et il y a aussi le côté souffre-jour, puisque notre illustratrice principale, c'est Maud Chalmel. Et Maud, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'elle a notamment commencé sa carrière en faisant les couvertures des souffre-jours. Donc on voulait vraiment, on trouvait qu'elle apportait quelque chose de nouveau, de la fraîcheur, de la féminité aussi, parce qu'elle a un trait qui est très doux, qui apporte quelque chose de très chouette à l'univers. Donc on voulait vraiment s'appuyer là-dessus. Donc Maud, ça n'était pas Agone, mais on la connaît au travers du souffre-jour. Il y a ce côté tout couleur, évidemment, qui n'existait pas dans Agone et qui est dans l'air du temps. Et on voulait aussi s'appuyer sur des classiques, parce qu'on est des fans, parce qu'on a aussi cet imaginaire-là. Il y avait des passages obligés, par exemple les fées noires, elles sont décrites diversement dans les romans, mais dans Agone, elles avaient des ailes de chauve-souris. Donc on a dû garder, on va dire, ce côté aile de chauve-souris, parce que vraiment c'est devenu un cliché de l'univers des royaumes crépusculaires. Mais on a aussi réussi à faire rentrer des fées noires qui ont des ailes en forme de mue de serpent, en forme d'ailes de mouche, etc., etc. Et donc ces classiques qu'on a voulu réinviter, c'est que au-delà des petites illustrations au fil du texte, qui sont quasiment toutes de mode, chaque double page constitue un petit peu un morceau d'artbook dans lequel on a fait venir des guest stars. Et ces guest stars, il y a des gens très connus du passé d'Agone qu'on voulait voir revenir, du passé d'Agone ou du passé des romans d'ailleurs. Et puis il y a des nouveaux qui étaient hyper motivés pour venir apporter leur fraîcheur, leur nouvelle vision sur cet univers-là. Donc on va retrouver Didier Graffet, qui était le dessinateur des premières couvertures des romans de 1995. On va trouver du Julien Delval, qui a beaucoup travaillé sur Agone et qui a beaucoup travaillé sur d'autres choses aussi, ça on le sait. On va retrouver du Yvan Villeneuve, Gawain, qui lui n'avait jamais travaillé sur cet univers-là, mais qui avait vraiment envie d'apporter un petit peu sa touche là-dessus. On va retrouver du Xavier Colette, dont moi personnellement je suis ultra fan et j'avais vraiment envie de le faire travailler là-dessus. Et il a fait 2 doubles pages que je trouve absolument somptueuses. On a du Nicolas Fructus, avec qui, moi c'est pareil, Nicolas. Je trouve que c'est un gars extrêmement talentueux et extrêmement gentil. On a gardé contact depuis les Chroniques des Féales et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Donc c'est lui qui nous fait les cartes de l'Armonde, les nouvelles cartes de l'Armonde, et qui nous a fait des doubles pages aussi. On a William Bonotal, on a Sabrina Tobal. Donc vraiment, il y a ce côté guest star au niveau des doubles pages. Et tout ça, ça crée un ensemble qui est à la fois cohérent, à la fois teinté parfois d'un peu de nostalgie, et à la fois très renouvelant, qui apporte des nouvelles visions artistiques. Ouais, d'accord. Et la mécanique, alors, en fait, vous avez récemment revu la mécanique? Voilà, alors on a entièrement revu, pareil. Alors là, pour 2 raisons. À la fois parce que ça n'est pas Agone, et à la fois parce que on n'était pas tous très dans l'air du temps aujourd'hui à se dire de reprendre Agone. Donc, on a complètement revu la chose. On peut rentrer dans les détails, si tu veux, de la mécanique. Je sais pas, voilà. L'idée, c'est... Voilà, c'est Octogone. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus freeform, qui nous permette beaucoup mieux de représenter les actions des romans. Et dans les romans, Mathieu se permet énormément de choses, à la fois en termes de quantité et en termes de diversité. Donc il fallait vraiment arriver à trouver un juste milieu là-dessus, tout en ne perdant pas trop les joueurs. Les problèmes qu'on a eu sur la première phase de système, c'est que c'était trop freeform, et du coup les gens se retrouvaient trop largués. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, quand on peut tout faire, on ne sait pas quoi faire. Donc il a fallu cadrer un peu ça, tout en gardant ce côté très freeform et permissif pour aller vers ce que propose le roman. Donc l'idée, c'est que on a une feuille qui tient sur une simple A4. Hein. Vous avez 5 caractéristiques qu'on appelle les harmoniques. On parlait de mélodie tout à l'heure. Donc c'est les 5 notes principales de l'univers. Vous avez la nature, la nuit, l'esprit, l'âme et l'étincelle. Et chacune de ces caractéristiques est associée à un dé. Vous avez un dé 4, un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12. Lorsque vous faites une action, c'est pas compliqué, vous lancez le dé. Si vous faites un 4 ou plus, vous avez un succès. Voilà. Il y a des difficultés. À charge de battre la difficulté qui par défaut est de 1. Ça, c'est la base de la base. À côté de ça, vous avez des atouts. Ces atouts, ils sont matérialisés par un nombre de D6.
Ce nombre de D6 est associé donc à des éléments de background. Ouais. Je suis le fils d'un baron, j'ai fait ma carrière à l'équerre, j'ai été élevé au sein d'une académie du cryptogramme magicien, j'ai une flûte magique, etc., etc. C'est à vous de le définir pour votre personnage, et ils sont associés à des D6. Ouais. Si l'un de tes atouts s'applique, tu lances les D6 supplémentaires. Je suis dans une situation où je dois escalader un lierre pour accéder à un balcon. Je vais lancer mon D8 de nature, et à côté de ça, ça passe ou pas? Ça va. Bon. Et à côté de ça, ben, j'ai un atout monte en l'air, ouais, qui est à 2D6. Donc je vais lancer mon D8 et mes 2D6. Et chaque 4+, va être un succès, et je dois battre ma difficulté. Là, tu sais à peu près gérer toutes les actions. Derrière, on a une réserve. Toutes tes phrases sont applaudies, c'est extraordinaire. Je suis formidable. Derrière, tu as une réserve de jetons qui est très importante, puisqu'en fait, c'est l'attrition, ouais, qui va nous permettre de compenser le côté trop magique. Ces jetons, tu vas les dépenser pour améliorer tes actions. Ça va pouvoir être dépensé pour faire une action collégiale. Les autres vont lancer les dés avec toi. Ouais. Ça peut être dépensé pour faire de la magie, et cette magie va te permettre plein d'effets supplémentaires. Ça peut être dépensé également pour utiliser un atout de plus. Je vais lancer davantage de D6. Ça peut être utilisé pour relancer, etc., etc. Ouais. Mais ces atouts, tu n'en as pas beaucoup. Donc, à charge pour toi de bien gérer ton pool. Si tu en dépenses beaucoup dans la même action, tu vas être capable de prouesses incroyables, comme dans les romans, mais tu ne pourras pas le faire 20 fois par jour, comme dans les romans. Ouais. Voilà, la logique, elle est là. D'accord. Donc c'est un système quand même qui est relativement accessible en fait. C'est accessible, c'est freeform mais encadré. Ouais. Sur la magie par exemple, chaque école de magie va te proposer des effets types par niveau, ouais, autour desquels tu peux broder. C'est pas limitatif, c'est pas une liste fermée, mais ça te permet de te guider sur je suis jorniste, ben je sais que en effet de niveau 1 je peux purifier de l'eau, en effet de niveau 5 je peux ressusciter les gens. Et à charge pour toi de calibrer ton effet par rapport à ça, et donc d'évaluer ta difficulté, et donc potentiellement la dépense de jetons qui va te permettre, ouais, de surpasser cette difficulté. D'accord. Et ça, bon, on va parler maintenant de l'avancée du projet. C'en est où et qu'est-ce que vous allez proposer à la base, hein? Alors, nous, notre objectif déjà, la première règle qu'on s'est fixée, c'est d'essayer autant que possible de mettre le projet en souscription, en précommande. Moi, je préfère parler de précommande lorsqu'il est prêt à imprimer. D'accord. Idéalement, je vais pas passer pour un fou, idéalement quand il est imprimé. Comme ça, vous le recevez tout de suite, mais ça, c'est compliqué. Ouais. On verra comment on peut s'organiser par rapport à ça. Donc, notre objectif, c'est ça. C'est vraiment ne pas vous proposer un jeu dont vous ne savez pas le contenu, ne pas vous proposer un jeu que vous n'avez pas pu tester, ne pas vous proposer un jeu que vous allez recevoir dans longtemps. Ouais. Donc, on préfère vous faire attendre avant, ouais, mais que quand la précommande arrive, vous soyez servi rapidement et que vous n'ayez pas besoin d'attendre après. Au niveau de l'avancement, c'est un projet qu'on veut absolument sortir en 2025 parce que ça fait déjà longtemps qu'on travaille dessus, parce qu'on a envie de le partager avec vous et parce que il atteint un niveau d'aboutissement qui là maintenant fait qu'il soit à la table des gens. Donc 2025, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a normalement la capacité de sortir un kit de démonstration avant la fin de l'année. Ouais. Donc cadeau de Noël, normalement vous aurez le kit d'introduction, le kit de démonstration qui devrait contenir du coup toutes les règles sauf les règles de création et d'évolution, un certain nombre de prêts tirés, a priori plus que la moyenne. Là, actuellement, on est à 12 prêts tirés, je ne sais pas si on les mettra tous, mais en tout cas, on en a 12 de prêts. Et 1, voire 2 scénarios. Le premier est fini de rédiger, le deuxième doit m'être livré la semaine prochaine. Donc en gros, il me reste un peu de lifting à faire sur les textes et à faire le texte introductif pour pas paumer les gens sur qu'est-ce que l'art montre, qu'est-ce que c'est votre mission. Voilà. Ça derrière, ça part en validation auprès des ayants droit, donc Mathieu Gabory et Fred Veil pour Mnemos. Dès que c'est validé, ça passe en maquette et c'est chez vous. La partie plus globale du jeu dans son entier, il est rédigé à plus de 80%. Il est en relecture actuellement. On est sur des versions intermédiaires, on n'est pas sur du définitif sur tout, mais on va dire qu'on a un gros tiers du contenu futur qui est validé, terminé, et on a un deuxième tiers qui est écrit mais pas fini de relire, et on a un dernier tiers qui est encore en cours de livraison. Tout ça, ça devrait se finir au premier semestre 2025. Ouais. Après, pareil, ça part en validation. Ouais. On confirme que tout va bien avec les ayants droit. Les ayants droit qui sont très cool parce qu'en fait, à la fois, ils ont beaucoup de bienveillance par rapport à tout ça.
ils aiment bien ce qu'on fait aussi, ça aide. Ouais. Ils ont envie de mettre un peu les mains dans le cambouis. Ils ont envie vraiment de pas juste faire une relecture de conformité. Ils ont vraiment envie de creuser le sujet. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, ça prend du temps aussi. Donc, il faut qu'on arrive à organiser le planning autour de tout ça. Et donc, dès que tout ça c'est fait, on passe en maquette et on passe en précommande. Donc, si tout va bien, je veux pas faire de fausses promesses. Hein, la vie est pleine d'aléas. Mais on pourrait imaginer un PDF et donc une précommande avant l'été 2024 et des bouquins, j'espère, bien avant Octogone 2025. D'accord. Été 2025, pardon. Okay. On croise les doigts, quoi. On croise les doigts. C'est bien parti, honnêtement. Ouais. Là, on est vraiment sur la relecture de forme. Le fond, la conception, tout est fait. Les textes sont livrés. C'est vraiment, voilà, vérifier les répétitions, s'assurer qu'un auteur n'a pas digressé sur un problème d'incohérence, et on est bon. Donc, vraiment, le projet est avancé. D'accord. D'ailleurs, il est en démo. On l'a en démo là à Octogone dans sa version finale. On n'est plus sur du bêta test comme à RPGers. Là, on est sur de la démo. Donc, il est en présentiel ici. Il est déjà depuis un mois à peu près via le Discord d'Esser Labs. On propose des parties en distanciel où les gens peuvent venir un petit peu tester. Donc tout ça, ça se passe très bien. Les gens sont très contents et ça montre que le jeu est là, quoi. Ouais. Donc là, vous êtes vraiment la phase d'épreuve du feu, on peut le dire, même à Octogone ici. Hein. On a remarqué quand on était à Octogone, hein, les conditions de tournage. C'est ça. Là, tu as déjà fait quelques parties. Ouais. 8 à voix, je pense. On a déjà fait quelques parties ici. Et en tout, avec les parties qu'on fait en distanciel, on est actuellement à quasiment 40 parties. D'accord. Donc, je pense qu'en distanciel, c'est plus je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés, je sais pas, tu vas me le dire, par l'univers de Mathieu, musculaire, tout ça. Et par contre, aux tables, je pense que c'est beaucoup plus varié. Et donc, tu as peut-être à ta table des gens qui sont vraiment à l'aise avec l'univers et d'autres qui le sont moins. Ouais. Est-ce que tu as remarqué si l'osmose se passait bien, Alors, l'osmose se passe bien. Ouais. Y a pas de problème. On a quand même une majorité de connaisseurs. Même sur les salons. Faut être honnête, ouais. En fait, le problème, c'est que pour le novice, non pas qu'il soit pas intéressé, mais en tout cas sur Octogone, j'ai l'impression que le fait de pas encore avoir le jeu dispo, ils se disent, bon, mais on verra quand il sera dispo. Ouais. Ils sont moins demandeurs, alors que les gens qui sont nostalgiques vont dire, moi, même si le jeu n'est pas dispo, je veux savoir ce que vous allez faire, machin, je viens. Il n'y a quand même pas que des vieux boomers à table. Non, il n'y a pas que des vieux boomers. Là, il y a Julien Arnaud qui est en train de faire une partie de démonstration en ce moment. Il y a un petit jeune homme d'une vingtaine d'années. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que forcément, comme quand on a commencé la communication, quand on a affiché le danseur avec le sablier, je pense que les jeunes ont vu un schtroumpf et les vieux, ils ont dit, oh putain. Voilà, c'est donc voilà. Mais encore une fois, nous, on se ferme pas du tout à ça. L'objectif, et la partie de démo d'ailleurs, c'est un scénario qui est assez simple. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre à tout type de public la richesse de l'univers et les enjeux qui sont proposés. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse retrouver ses marques à l'intérieur du jeu. Ouais, d'accord. Okay. Écoute, je crois qu'on a réussi tant bien que mal à peu près, c'est bien. À faire à peu près le tour. De toute façon, on aura l'occasion de reparler ensemble de Pénombre. Hein. Ça sera avec plaisir. Voilà, donc c'est en cours de développement, c'est bien avancé. C'est dans un univers que moi j'adore. Donc on va en parler très souvent. Donc on aura souvent l'occasion d'échanger. N'hésite pas, vous aurez le kit de démo. Tous ces illustrateurs et tout, je dis quand même quoi. Moi, vraiment, l'objectif, c'est dans mon cœur, ça fait 20 ans qu'on a envie que les royaumes crépusculaires reviennent. Wow. Et comme j'en ai discuté avec les ayants droit, il y a plusieurs scénarios qui ont été évoqués et tout. Au-delà du fait que je fasse mon Hammond dans Jurassic Park et que je dépense sans compter, l'objectif, c'était vraiment de se dire, on a 20 ans d'attente, on a 20 ans de frustration derrière nous. Si quand on revient, c'est pour faire quelque chose qui soit pas au niveau, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de vraiment m'entourer, prendre des gens hyper talentueux. Alors on a parlé des illustrateurs, mais au niveau des auteurs, on est allé chercher Pierre Copé, dont je suis un ultra fan. On est allé chercher Joël Deschamps. On a Slavic qui nous fait un scénar d'initiation. Voilà, on est allé chercher plein de gens. Je cite pas tout le monde, mais l'idée c'était que tout le monde se fasse plaisir. Je suis pas allé chercher des gens qui n'avaient pas envie. L'idée, c'était pas de rajouter un nom. L'idée, c'était est-ce que cet univers t'intéresse? Et si cet univers t'intéresse, moi, je trouve que tu as du talent et j'ai envie que tu viennes apporter ta pierre à l'édifice. Et du coup,
L'objectif, c'est vraiment que la résurrection des royaumes crépusculaires soit chouette, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, c'était pour des sous, mais pour notre plus grand plaisir. L'objectif, il est là. Et qu'on soit tous très heureux à la fin. Écoute, je te remercie. Hein. Merci à toi. Écoute, on aura l'occasion de se revoir, de reparler ensemble. Et puis, je te souhaite un bon salon, bon courage. Le miel, c'est très bon. Merci. Mais tu as vu, là, on a fait le combo. Le combo pas de voix et trop de bruit, c'est merveilleux. Écoute, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.